Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Antipopcast. Hello, hello. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui avec un invité un peu particulier parce que c'est notre premier invité qui est vidéaste et non pas photographe comme les précédents épisodes. Ouais. Mais je crois que William, tu veux peut-être le présenter. Je vais le présenter parce que c'est un ami et c'est un collègue de travail en fait avec qui je travaille vraiment souvent, moi comme photographe et lui comme vidéaste. Et puis c'est Jonathan Viet, mais je sais pas si on dit Viet ou Vieilli. Vier, ça suffira. Vieilli. Ça suffira. Et puis en fait on l'appelle John du coup. Donc, et puis on s'est rencontrés, en fait c'est assez drôle, on s'est rencontrés en bossant pour Nestlé. Et je crois que John il fait plus beaucoup de Nestlé maintenant. Mais, je crois que il y a plus du tout même. Non, ouais. En fait on s'est rencontrés pour... Ah oui, pour le musée Nestlé, enfin le musée. Le Nest. Le ouais. Nest, l'endroit qui n'existe plus. Exactement, qui depuis n'existe plus. Mais effectivement, on s'est rencontrés à cette occasion. C'est vrai qu'il y a eu le déclic un petit peu, non ? Ouais, à fond. J'aime bien, avec ta voix refait. Ouais, tellement. Ouais, non, il y a eu le déclic professionnel. Ouais. que professionnel. Exactement. Ouais. Non, c'était sympa, ouais. C'était cool. On a parlé un bon moment, puis après, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi Mais je sais pas, c'est peut-être toi qui m'as branché sur un autre taf en fait. Ouais, c'est possible. Peut-être du triathlon ou je sais pas ce que c'était, où tu m'as assez souvent filé des boulots comme photographe en fait, pour t'assister comme photographe dans tes tournages en fait. Ouais, exact. Parce que moi j'ai commencé en fait en photographe, comme toi. Ouais. Et puis en fait, de fur et à mesure, on m'a demandé de faire de la vidéo sur la plupart des événements que je couvrais. Ouais. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai embauché des gars qui faisaient de la vidéo. Ouais. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, ah, mais attends, moi j'aimerais bien faire la vidéo. Je vais plutôt faire le contraire. Je vais plutôt embaucher un photographe. Putain, c'est bon ça. C'est beau, Et du ça. coup, je me suis dit, tiens, on va faire le test avec William. Et puis depuis, voilà quoi. Ouais. Ça fait déjà un petit moment. Hein. Ça fait déjà Ça fait pas mal d'années. 3 ans, Ouais, je pense. 4 ans. Ouais. Ah déjà. Ok. Ouais. Et puis toi, je sais que tu as un parcours assez particulier parce qu'en fait, tu as étudié la direction artistique. Exact, ouais. Moi, j'ai fait une école d'art à Paris, en fait, qui s'appelle l'ECV, qui était assez bien, d'ailleurs, qui était une école que je recommanderais, quoi. On a eu des bons profs, j'ai rien à dire là-dessus, quoi. École privée, mais rien à dire, quoi. Ok. Trop bien. Ça valait ce que ça valait. Et puis avec une formation qui était axée clairement pratique, donc où on avait c'était pas les beaux-arts quoi. C'était pas de la théorie, on n'était pas perdu. Quand je suis sorti de l'école, j'ai eu un taf quoi. Du coup Trop bien. Et du coup, ce premier taf a influencé un petit peu la suite parce que j'étais à l'époque du coup, avec cette école, avec le CV, on avait eu l'opportunité de faire un échange universitaire pour 6 mois de la dernière année, avant notre diplôme. Du coup, on a été... moi, j'ai pu participer au programme. Du coup, on s'est retrouvé à Montréal, à l'UQAM, qui est au Centre Design, qui est une super université aussi de design graphique. Et puis à partir de ce moment-là, je suis tombé en amour avec le Québec. Ah, c'est beau ça. Je suis tombé en amour, c'est beau de dire ça. Et effectivement, hyper bonne expérience au Québec pendant ces 6 mois. Décidé de prolonger l'aventure. Je suis revenu à Paris, j'ai passé mon diplôme de l'ECV. Je suis revenu au Québec avec mon diplôme. Et là, j'ai cherché un taf. C'était un petit peu dur. C'est passé 3 mois où j'ai un peu cherché. Bon, j'avais jamais bossé, hein. J'étais un étudiant. J'étais avec mon portfolio sous le bras, et puis voilà. Et je trouve un taf, et les mecs disent on cherche quelqu'un pour un monkey job. J'étais c'est quoi un monkey job? Et du coup, j'avais pas réalisé ce qu'était un monkey job à l'époque, et je me retrouve c'était une connaissance, je m'étais fait au Québec, bref, il me dit j'ai un gars, peut-être pour 15 jours, il faut nettoyer des rushs vidéo pour un clip de musique. Je fais ok, je fais tout, il n'y a pas de souci. Je suis prêt à tout, tu vois. Exactement. Putain. Et du coup, je me retrouve à être dans cette boîte qui faisait en fait de la post-production de clips vidéo, quoi, pour de la musique. Trop bien. Et avant ça, pourquoi les clips vidéo ? Parce que j'avais un portfolio qui était basé sur du design de pochettes de CD.
à l'époque, tu vois. Trop beau. Tu sais, le mec qui nous parle d'un truc, ça fait 25 ans, quoi. Ouais, non, c'est ça. On va penser que je suis un vieux de la vieille. Mais effectivement, alors mes stages à Paris, en fait, j'avais eu l'occasion de bosser avec vraiment parmi les meilleurs graphistes parisiens trendy de l'époque qui bossaient pour Universal Jazz qui faisaient toutes les pochettes de jazz de l'époque, du Bernard Lavillier, du Eddie Mitchell. J'ai fait des shootings photos avec Eddie Mitchell. C'est énorme. Je te jure. C'est énorme. Et le mec, tu sais, c'est un joueur de poker et tout. Et il boit, il fume et tout. Et les shootings, c'est assez classe, tu vois. C'est dans l'ambiance un peu comme ici, si tu veux. Tu vois. Bah, c'est une bonne transition. Hein. C'est une super. Il y a toujours des super transitions de toute façon pour arriver au Whisky Time. Ouais. Alors déjà, ça fait plaisir que ça commence assez tôt le Whisky Time. Ouais. Whisky Time, c'est maintenant. C'est un whisky, en tout cas. Moi, je crois que je l'ai déjà goûté une fois. Mais François, quand t'as vu la bouteille, tu m'as dit ah ouais, mais je connais bien. Ouais. Nikka, je connais bien parce que c'est un whisky japonais. Et puis en fait, c'était, je crois, en 1918, un truc comme ça, si je dis pas de conneries. En fait, les Japonais ont voulu envoyer un étudiant en Écosse pour apprendre l'art du whisky en fait écossais. Et du coup, c'est comme ça que, il est à l'université le type, et puis il est revenu, et puis ils ont commencé à produire du Nikka. Et c'est pour ça que c'est un whisky assez connu, c'est que c'est un whisky japonais mais avec la façon de faire écossaise. Donc voilà. J'en ai foutu un peu partout. Hein. Je suis désolé pour ceux qui regardent le. Très bien. Santé. Messieurs. Santé. Hein. Ça fait plaisir d'avoir des gens vrais après les 2 mois de confinement Covid. C'est ça. Oh, ça fait du bien de boire de l'alcool aussi. Le mec, il nous fait croire qu'il a pas bu d'alcool pendant 2 mois. Quoi. Ouais. Quasiment. Comme tout le monde, j'ai une copine végétarienne qui m'oblige à pas manger de viande et à très peu boire. Donc, c'est vrai. Je souffre. Donc sortez pas avec des végétariens. Alors, quoi. Si jamais, moi, je suis végétarien, mais je picole. Mais toi, t'es un faux végétarien, tu manges du poisson. Non, mais les poissons, c'est pas des animaux. Ouais, c'est vrai. Désolé. Hein. J'ai choisi ce whisky japonais pour un truc parce que je voulais qu'on parle de... Enfin, John, t'as beaucoup voyagé et tu nous parlais un peu de ton Canada, mais je sais que t'as voyagé aussi, notamment pour ton job de vidéaste pour le Freeride World Tour. Exactement. Et je me suis étalé, j'étais dans les pochettes CD, on était resté sur une histoire de post-production. C'est hyper bien. Est-ce qu'on switch déjà sur la suite ou bien on continue sur ce qu'on se disait? Non, mais je pense que c'est bien de parler justement de la suite. Ouais. Mais je sais qu'il y a une étape qui se passe au Japon, c'est pour ça que j'ai pris un whisky japonais en fait. Ouais, tu fais plaisir. Ouais, en fait, alors des années plus tard, on a fait un gros laps de temps. Ouais, passionné, on va dire, de sport et de ski. Enfin, c'est toujours ce qui depuis le début, je pense, depuis que je suis ado, en fait, moi, mon but, c'était de faire des designs de ski, quoi. Ouais, ok. Et c'est pour ça que toutes ces études de graphisme, enfin bref, il y a eu beaucoup de choses, mais l'idée au début, c'était design industriel, fabriquer des skis. Enfin, j'avais des parents qui étaient dans des magasins de sport. J'ai toujours rêvé d'être dans cet univers, et du coup, mon but, quand je me suis mis en photographe indépendant, et d'ailleurs c'est un pote qui m'a poussé, c'est Yann, mon baron de Montreux, là, qui m'a poussé vraiment à me mettre en indépendant. Il m'a dit, mais attends, vas-y, lance-toi, t'as toujours voulu faire des photos de ski, de sport. Trop bien. Et du coup j'ai dit, bon allez, ok, je passe le cap, je me lance. Et mon but donc était de faire de la photo de ski. Et des années plus tard, on va dire ça m'a pris 5-6 ans à réaliser mon objectif, mais au bout de... même pas 4 ans, je pense. Au bout de 4 ans, j'ai l'opportunité par un contact XY de devenir caméraman pour le Freeride World Tour. Du coup, les contacts, les contacts, les pistons. Mais de fil en aiguille, quoi, à force de connaître des gens, de filmer, de se faire refiler ton numéro, ton nom. Et ouais, c'est ce que je voulais, quoi. C'était un petit peu un aboutissement de carrière, je te dirais. C'est pas que j'ai fini. T'es à la retraite, là. Non, mais c'est pas que j'ai fini, mais c'est vrai que je pense j'ai eu l'occasion de faire ce que j'avais envie de faire, en tout cas. Puis t'as fait pas mal d'années en plus. Ouais, là j'ai fait 4 ans de Freeride World Tour. Cette année, j'ai pas fait. Mais durant ces 4 ans. Ouais. J'ai eu l'occasion de faire pas mal de destinations, comme c'est un Freeride World Tour, donc ils font le tour du monde, enfin le tour du monde, en tout cas où il y a des stations de ski. Ouais.
Et en fait, moi, ils proposaient 5 dates par an. Je pouvais, pour des raisons pro, j'en sélectionnais que 2. C'est vrai qu'ils étaient assez flexibles. Ce qui était assez sympa, c'est qu'ils me laissaient un peu choisir les étapes que j'avais envie de couvrir. Ouais. Et donc, j'ai fait dans l'ordre, quoi. J'ai fait une année l'Autriche, j'ai fait une année le Japon, une année le Canada. Et à chaque fois, je faisais Verbier, donc en Suisse. Ouais, ok. En doublon. Du coup, en fait, ça fait que 3 années. Ouais, 3 années. Et donc, le Japon a été une des très, très belles expériences du Freeride World Tour. Ouais. Parce que le Japon, quoi. Enfin, j'y avais déjà été. J'y avais déjà été en plus pour faire du ski avec des amis. Le mec, ça, le gars. Non, mais à part ça, John, chaque fois que tu lui, lui il a parles, une autre vie, le gars. le mec, il dit ah ouais, il y a 2 jours, j'étais en train de faire du parapente ici, et puis là, je vais partir faire un peu. On a loué un truc avec ma copine, on part faire, je sais pas, du kitesurf, machin. C'est toujours le sport. Ouais, c'est toujours, j'avoue, ça tourne un peu autour du sport. Ça tourne en rond, te dirait ma copine. Mais je l'avais prévenu. Non, j'avoue, j'aime voyager pour avoir un but sportif la plupart du temps. Et c'est vrai que le kitesurf, par exemple, ça t'emmène dans des destinations souvent assez sympas. Ouais. Mais j'avoue, ça me motive, quoi. Ça me motive. Avant, pareil, j'ai fait une pétée d'expédition avec un bon pote qui est très sportif, avec lequel on s'est mis des missions en vélo, en tout, quoi. En vélo, à pied, en courant. J'ai fait le tour du monde 2 fois. Non, c'est pas que j'ai fait... Non, j'ai pas spécialement, mais c'est vrai que j'ai fait la bucket list. Ouais. Clairement. Et en fait, à 28 ans, j'étais au Canada, donc encore dans mon expérience canadienne. Ouais. Et je me suis dit, j'adore Montréal, cette ville est incroyable. Mais en fait, vivre en ville, c'était pas mon objectif, c'était pas mes rêves. Quand j'avais 18 ans, je voulais faire des photos, de la vidéo sport, je voulais vivre de ça. Tellement bien. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ok, maintenant c'est le temps, il faut que tu habites à la montagne. Il y a plus de temps d'attente, t'as 28 ans. Là, c'est génial, t'as fait la fête pendant 5 ans dans une mégalopole qui est en plus la capitale de la fête, quoi. On s'entend, c'était incroyable. C'était les meilleures années entre 24 et 27 ans pour être à Montréal. Alors, je le conseille à tout le monde. Mais à 28 ans, je me suis dit, ok, là, si tu veux réaliser tes rêves, mon gars, vas-y, c'est le temps. Donc, tu reviens dans un endroit où il y a des montagnes, tu commences par ça. J'ai bossé 5 ans dans une boîte de com en Suisse et après je me suis lancé, quoi. Et c'était un peu la bucket list parce que j'ai dit ok, je voulais faire du parapente, j'ai fait la formation de parapente, je voulais faire des vidéos de ski, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour y arriver. Puis au bout d'un moment, bah voilà, c'est comme ça, quoi. Ça s'est enchaîné et puis effectivement ça se passe plutôt bien. Et puis après en voyage c'est pareil. On a de la chance, on va pas se voiler la face, hein. Toi et moi, on a des business d'indépendants qui marchent plutôt bien. Moi, c'est clair que je passe mon argent là-dedans, quoi. Ça va être une fois un kitesurf, une fois un boîtier, une paire de skis, une fois une caméra, et puis voilà. Puis elle est belle. Puis elle est belle, quoi. Mais ouais. Truc qui fait quand même bien rêver, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Si vous voulez vivre comme John, voilà, vous savez ce qu'il faut faire. Partez faire la fête au Canada. Voilà. C'était un bon début. Un truc qui est quand même assez dingue, c'est que c'était ton rêve de faire de la vidéo et de la photographie de sport, mais t'es vraiment maintenant reconnu dans le milieu, ici en Suisse, en tout cas, chaque fois que tu fais un événement, presque à chaque fois, c'est quand même du milieu sportif. Ouais, effectivement. Bah, du coup, c'est toujours pareil. J'ai orienté mon portfolio pour avoir les boulots en fonction, quoi. Donc, c'est vrai que pendant un long moment, j'ai montré que des images de sport. C'est ce que je continue à faire sur les réseaux sociaux ou autres. Ouais. Et je ne montre pas les autres boulots que je fais. C'est volontaire, en fait, pour orienter clairement les prochains mandats, quoi. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai bossé avec pas mal d'organisations de manifestations sportives. Donc, triathlon, les 20 kills de Lausanne. 20 km à Lausanne, beaucoup de choses à Lausanne, en fait, beaucoup d'événements sportifs à Lausanne. La course Mirabeau à Bâle. La course Mirabeau, ouais, ça c'est la course d'aviron à Bâle, il y avait le bol d'or aussi, enfin je dis il y avait parce que là il y a Covid, mais avant les années tout ça, on arrive à faire pas mal toute l'année des événements assez sympas, puis tous sont, enfin moi j'adore l'opportunité, tu vois, à chaque fois, t'as quelque chose de différent, t'as quelque chose à apprendre. J'aime bien tous les sports, quoi. Je ferai que du ski, au bout d'un moment, je m'emmerderais, je crois, tu vois. Ouais, là, tu vois, tu fais un coup du bateau, tu fais un coup du triathlon. Et puis en plus, c'est pas le pire visuellement, non, quoi. Ça va, du bateau, de la voile. C'est clair. La course à pied, c'est souvent plus dur.
Après, la course à pied, voilà, non, c'est pas facile à shooter. La course à pied, pour rendre ça excitant, c'est clair, c'est pas un sport facile. Je me rappelle d'un taf qu'on a fait ensemble. Cette année, 2019, on l'a fait ensemble. Puis 2018, c'était le plus drôle, c'est le triathlon de Lausanne. Où toi, je crois que t'étais à moitié en roller, mais t'avais la cheville défoncée parce que tu t'étais pété la gueule en parapente un petit peu avant. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Le mec, il courait, il avait sa cam dans une main. Et il courait après les triathlètes pour les filmer, il montait sur des bécanes pour les suivre. Le mec, il avait sa cheville, elle était 2 fois la taille de l'autre, quoi. Ça, c'est la réalité d'être indépendant, quoi. Ouais. C'est que... Ouais, c'est la réalité d'être indépendant. Tu t'es malade, mais pas longtemps. Ouais. Il n'y a pas de backup. Il n'y a pas de backup, quoi. Tu travailles pas, il n'y a pas de rentrée. Bah là, on le voit bien avec le Covid. Ouais, exactement. Tu travailles pas, il n'y a pas de rentrée. Tellement. Mais ouais, après, je pense... Enfin, moi, ça me convient. Ça me convient, cette vie d'indépendant. Après, je pense que c'est pas donné à tout le monde, effectivement. Non, c'est clair. Mais je pense que c'est aussi là-dessus qu'on se rejoint les deux, puis on se marre bien quand on taffe ensemble. C'est qu'en fait, John, c'est assez drôle de le voir débarquer sur un taf parce que le mec, il vient avec son ordi de montage, de drones, de caméras. Le mec, il pourrait être une équipe de tournage à lui tout seul, tu sais. Le mec, il débarque, il a tout. Puis, enfin, je sais pas, on s'est rejoint sur un truc, c'est qu'en fait, on adore bosser, quoi. Ouais, mais je pense qu'il y a de ça. Moi, je pense effectivement, je suis un peu homme orchestre. Ouais. Et puis ouais, c'est sûr, quoi. C'est pas difficile. Enfin, moi, je veux dire, là, on vient de passer 1 heure avant de commencer le podcast à parler de matos. Ouais, ça c'est beau, ça. Ouais, non, mais ça nous demande pas d'énergie. Moi, je veux dire, quand j'ai du temps libre, je check des trucs sur Internet qui ont... ouais, pareil. Des luttes, des trucs de colorimétrie. Ouais. Je veux dire, ça me demande aucun effort. Je veux dire, je pense que c'est ça. La photo, c'était ça. La photo, moi, j'ai pas appris... Enfin, moi, j'ai pas fait d'école de photo, je pense, comme toi. Non, bah pareil, ouais. Moi, j'ai appris en lisant tous ces magazines de photos. Tu sais, photos, comment ça s'appelle, photos. Ces trucs horribles. Chasseur d'images. Ouais, chasseur d'images. Ouais. Exactement. Mais moi, j'ai appris que là-dedans. Je veux dire, j'ai acheté numéro après numéro. Mais après je pense qu'il y a des conditions de réussite, quoi. Je pense pour toi, pour moi. Moi, je sais que avant de me lancer en indépendant, j'ai créé un peu des conditions favorables à une réussite, quoi. Qui étaient... je conseille pas à tout le monde de se lancer, sorti des études... go départ, on y va, on a 22 ans et puis on va se lancer photographe indépendant. Je pense que c'est pas la belle vie comme je la décris, hein. Moi j'ai commencé, j'avais 32 ans, j'avais un bon réseau de gens qui pouvaient me filer du taf. Puis il faut savoir qu'à 32 ans et plus, tes potes commencent à avoir des jobs avec des responsabilités. Exactement, oui, commencent eux à pouvoir te filer des tafs. Avant, quand tes potes ils ont 23 ans, ils peuvent pas te filer de taf. Donc, ils sont étudiants. Donc en fait, tu tournes en rond, tu fais des photos. Pourquoi ? Pour une copine qui est peut-être, tu vois, qui est peut-être artiste. Mais c'est des années ou quoi, qui sont mais pas faciles. c'est pas facile. Mais en fait, c'est super intéressant que tu abordes ce point parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent ou qui nous regardent qui veulent se lancer ou souvent qui admirent, enfin qui sont là. Le rêve, c'est de se lancer en tant qu'indépendant à 23 ans, 22 ans, enfin, etc. Mais la réalité, en fait, c'est que c'est compliqué, en fait. La réalité, c'est que déjà le marché, en 5 ans, enfin en 6 ans, là, 7 ans maintenant que je suis indépendant, il a monstre évolué. La vidéo en plus. La vidéo, c'est tellement devenu accessible, alors que, je veux dire, déjà quand j'ai commencé, c'était accessible, hein, il y avait les 5D Mark II qui avaient débarqué et tout. Mais aujourd'hui, on s'entend, la concurrence elle est monstrueuse, quoi. Je veux dire, c'est nous, on est installés, donc ça va, on s'en sort, on a nos clients et tout. Mais je veux dire, démarrer, c'est chaud. C'est chaud, franchement. Bah, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, avec François, moi j'ai 10 ans d'écart, en fait. Et typiquement, j'ai l'âge où mes contacts ont des postes à responsabilité, ont du boulot, en fait. Et François, c'est ça. Non. Et en fait, en vidéo, c'était aussi une manière de dire, voilà, François, il est bon en vidéo, il produit des bonnes choses, et puis en fait, de venir dans ma boîte, il a accès à un travail qu'il aurait peut-être pas à son âge, en fait. Et puis moi, j'ai l'opportunité d'engager un gars qui a pas encore développé son truc, en fait. J'aurais jamais pu engager John, tu vois. C'est pas possible, parce qu'on est déjà installé comme indépendant, on a un business qui fonctionne bien. Qui fonctionnait bien.
On en rit encore parce oui. on est actuellement qu'au mois de 5 mai, mais ouais, qu'au mois de mai, mais au mois de septembre, je pense qu'on rigolera beaucoup moins. Ouais. Ouais. On pourra tous habiter dans l'atelier. Ah, exactement. On finira les bouteilles. c'est ça. Mais ouais, non, mais exactement. Je pense qu'il y a des conditions favorables, il faut pas se précipiter. Je pense que l'expérience là que François tu lui proposes, elle va être hyper enrichissante. Ah mais c'est clair. Il va te C'est piquer toutes tes expériences, tout ce que tu as appris, et puis C'est clair. après, quand tu seras un vieux schnock, bah, il te laissera en plan. Ah, moi, je puis saurais il plus piquera rien tes clients. produire. je te déposerai quelque part. Il faut que je m'arrange pour l'acheter avant, tu sais, que ce soit mon esclave à vie. Heureusement, on peut plus faire ça. Ah ouais, c'est exactement ça. Non, mais je pense que c'est la bonne voie. Je pense qu'il faut prendre son temps. Ouais. Il faut prendre son temps, il faut s'équiper financièrement, être solide. Je pense que là encore plus, on le voit avec la crise, quoi. Moi, clairement, hein, je veux dire, moi, j'avais fait des économies pour me lancer. Et j'avais un boulot que j'ai diminué graduellement, c'est-à-dire j'ai fait une année à 80%, une année à 60%, et après, je me suis mis en indep. Ce qui veut dire, ouais, comme ça, si les 40% qui me restaient de temps, ou les 20%, ben, j'ai accepté un mandat le week-end, après un mandat le week-end, et puis un petit plus la semaine, et puis de fil en aiguille, en fait, j'ai pu... Ça veut dire que le jour où je me suis balancé en tant qu'indépendant, bah, j'avais déjà 40-50%. Ouais, c'était un transfert tranquille, un peu doux, parce que c'était pas le truc où tu quittes ton job et puis le lendemain, en fait, t'as rien. T'as rien du tout. Puis t'as rien, puis les journées sont longues, et puis il te faut de l'argent. Je veux dire, il te faut de l'argent pour investir dans du matos. C'est un cercle vertueux ou un cercle vicieux. Parce que si t'as pas d'argent, non mais c'est vrai, si t'as pas d'argent pour t'acheter du matos, bah t'as du matos de merde, donc t'as des clients qui vont avec. Entre guillemets, puis de la qualité que tu produis, ben ma foi, elle paye pas suffisamment pour te racheter du matos, donc tu t'en sors pas, donc tu payes plus ton loyer, machin. Alors que le contraire, ben t'as déjà un peu du matos bien, t'as des mandats qui te permettent de payer du nouveau matos, t'as du nouveau matos, blabla, tu continues, tu t'équipes. Moi, je suis parti, quand j'ai commencé, j'avais déjà des boîtiers, j'avais déjà tout qui était payé, j'avais des économies sur mon compte en banque qui me disaient, ok, je peux tenir 3 mois, 4 mois en Suisse. Et avec, on verra dans 4 mois, mais au moins j'avais 4 mois devant moi. Et je me suis dit, ok, je me lance, j'ai mon matos. C'était un peu, c'était organisé, on va dire, quoi. Mais je crois que t'es obligé de faire un truc comme ça, hein. C'est aussi des fois une illusion qu'ont certaines personnes en se disant, mais putain, c'est dingue, tu vis de la photo, tu vis de la vidéo, mais en fait, comment c'est possible ? En fait, c'est possible, c'est du temps, c'est un max de boulot, un max de boulot. Et puis les premières années, c'est pas la folie, quoi. Bah, disons que tu peux, tous les deux, tu peux pas compter tes heures. Et puis, il y a au-delà de bien bosser, moi je te dirais, je trouve qu'on est tous au bout d'un moment au même niveau, en tout cas ceux qui survivent plus de 3 ans, quoi. Ça veut dire que tu as atteint un niveau qui est correct, quoi, qui est acceptable par l'ensemble des clients, puis qui est au standard, on dirait. Donc au bout d'un moment, je trouve que c'est plus une question de talent. Je pense à un moment, toi tu le fais très bien, c'est pour ça qu'on bosse ensemble. Non, mais il y a une question de communication avec tes clients, d'être un mec sympa, tout simplement, hein. C'est une question de caractère. C'est est-ce que tu es sociable, est-ce que tu arrives à démarcher, parce qu'au bout d'un moment ça reste quand même un business, donc il faut faire tourner un business. C'est pas que faire des images, et puis il faut être bon aussi dans les devis, la facturation, le relationnel. Mais c'est dingue que tu parles de ça, parce qu'on en parlait quand ? C'était hier. Hier, on parlait de ça ensemble, justement, qu'en fait, pour reconnaître, parce qu'on dit qu'il y a de plus en plus en fait d'amateurs qui se mettent à la photo, et du coup ça pique les jobs, ou enfin, tu sais. Mais en fait, ce que tu disais, William, c'est très justement, c'est que justement, la différence entre un amateur et un professionnel, c'est dans les petits détails aussi. Donc dans les facturations, comme tu disais, dans l'approche du client, tout ça. Donc il y a aussi cet aspect-là. C'est pas juste arriver sur un shoot. Des belles images. C'est ça, parce que ça, il y a plein de gens qui arrivent à le faire. Mais il y a aussi, et là où tu te démarques, c'est dès que tu as un contact avec les clients qui est premium, en fait. C'est clair. Exactement. Et puis quand ton client, tu peux lui dire, tu vois qu'il est stressé par son événement, que c'est la merde. Puis tu peux lui dire, vous inquiétez pas, je l'ai fait 50 fois, même si c'est pas vrai. Ça arrive des fois que moi je raconte entre guillemets des cracks en disant oui, mais vous inquiétez pas, je l'ai déjà vécu 50 fois cette situation, on va faire comme ci, comme ça. Puis tu prends les devants, et puis en fait le gars, c'est là où tu es professionnel aussi, c'est que tu le canalises, et puis tu dis on va faire ça va bien se passer, puis voilà quoi. Puis ça, t'arrives pas la première année, quoi. Non, complètement.
Ouais, il y a d'être rassurant, d'avoir de l'expérience. Puis je pense qu'il y a aussi, entre l'amateur et le professionnel, il y a une question de disponibilité, tout simplement. Ouais. Un professionnel, il est disponible tout le temps. Un amateur, moi, je pense qu'il y a des amateurs qui sont plastiquement 10 fois meilleurs que moi, tu vois. Ouais. Après, ces mecs-là, ils ont d'autres jobs, ils n'ont pas dédié leur vie à ça. Ils se sont dit, moi, j'ose pas quitter le navire, je suis toujours employé, voilà. Bref, peu importe leurs raisons, mais dans l'idée, moi, je suis disponible, quoi. Enfin, je veux dire, je consacre mon temps à ça, je prends le risque de faire ça, et puis voilà, ça, c'est une différence majeure aussi. Puis tu vas archiver tes fichiers, puis tu vas machin. Puis... Alors après, ça, c'est avec les années. Quand t'as perdu les jobs des clients. Quand t'as déjà perdu un job de client, tu ne le refais pas 2 fois, on va dire. C'est clair. Ça, c'est le cauchemar. Ça, c'est le truc. Ça, c'est la honte. Non, mais c'est un truc, on est obligé de passer par ça à un moment. T'es obligé de faire des couilles. Si tu veux. Moi, ça m'est arrivé une fois qui était la fois la pire de ma vie. Je me suis fait voler, en fait, un sac photo dans lequel j'avais des rushs. Encore le matos photo, au final, t'as perdu 2000 francs. Tu t'en fous, ça. C'est du matos. Ouais, c'est ça, c'est remplaçable. Mais j'avais filmé un événement avec des enfants qui partaient, je sais pas où, en colonie ou quoi. On avait fait une imitation du Happy à l'époque, tu sais. Et il y avait, une centaine de gamins qui avaient participé au truc, quoi. Le truc infaisable. Oh putain. Genre, comment présenter au client que t'as perdu ça, quoi. Ouais. Tu dors pas. Disons que c'est hyper dur parce que là, tu te dis, déjà, pas pro, j'avais pas j'avais pas copié le disque dur et il était dans mon sac. C'était clairement une erreur de pas avoir tout de suite fait une copie, quoi. Ouais. Ce que je fais plus aujourd'hui, quoi. Je fais une copie. À l'instant même, quoi. T'as dû le vivre une fois. Et ça vient dans la catégorie les choses à ne pas faire. Ouais, c'est clair. Ça vient dans tous les détails du professionnel. Toujours avoir 5 batteries d'avance, 3 cartes. Non, mais tellement. Moi, j'ai fait aussi des jobs où t'as les mecs, ils ont pas rechargé les batteries. Ah bah c'est clair. Des vidéastes, tu vois, des vidéastes qui ont les mecs, ah putain, t'as pas une batterie à me prêter parce que machin. Enfin. Oui, mais en fait, être pro, c'est juste que ça couvre ce genre de choses, quoi. Exactement. Pro, pour moi, c'est ce que les gens ils voient pas, c'est le soir d'avant quand tu recharges tes batteries et que tu prépares ton sac. Moi, des fois, ça me prend jusqu'à. Enfin, on revient au freeride, de préparer une sortie journée freeride, ça me prend, mais je pense 3 heures le soir d'avant. Ah ouais. Bah ouais, il faut checker ton matos de ski, le préparer, c'est-à-dire qu'il faut que tu sois prêt à survivre en montagne, à skier une pente qui est potentiellement avalancheuse, à vérifier tout cet équipement-là, donc déjà avoir un pique-nique, de l'eau, de la crème solaire, enfin tous ces trucs, quoi. Donc ça, tu te prépares, hein. Et puis en plus, t'as ton matos vidéo, donc là, tu dois t'assurer que les batteries, les cartes, puis il fait froid. Donc il faut de la batterie parce qu'il fait froid. Alors là, les shootings hivernaux, c'est une gestion en soi, hein. C'est un autre monde encore. Et en plus, entre photo et vidéo, là, t'as une méga différence. C'est qu'en photo, ta batterie, même s'il fait froid, tu fais 2 batteries dans ta journée. En vidéo, elles sont fumées, les batteries. Ouais, ça pose, le froid pose une quantité de problèmes énormes, quoi. Pour tout, hein, même pour tes mains, il y a eu une session au Canada, au Freeride World Tour. Je pense que c'était la première fois. Pourtant, je suis pas un mec frileux. Je pense qu'il faisait c'était quelque chose comme quand même moins 30 c'est bon, moins ça. 38. On filmait une interview, je n'arrivais plus. En fait, tu sais, je devais mettre les mains en hauteur comme ça pour tenir la FS5 justement. Et puis en fait, quand tu tiens les mains comme ça en hauteur, au bout d'un moment, ton sang il tombe dans le bras, quoi. Puis t'as plus de sang dans les doigts. Et là, il est resté comme ça. Non, mais jamais. Dans 2 jours. Non, mais après la caméra, je la tenais comme ça. Au lieu de la voir, tu sais, en mode comme ça, je la tenais sur ma paume de main, quoi. J'arrivais plus. Et j'ai dit, j'arrive plus. Puis quand t'as froid, au bout d'un moment, c'est fini, quoi. Ouais, c'est clair. C'est une des rares fois, où c'était l'enfer. Mais est-ce que je suis surpris que le matos continue à tourner, mais bon, encore ça a été la débâcle. Il y a eu quelques couillasses, c'était pas génial. Mais on a eu malheureusement, typiquement, on avait une caméra qu'on posait, avec un bras magique sur la porte de départ pour filmer, si tu veux avoir un plan des athlètes au départ.
Et au Canada, il faisait moins 40, je sais pas. Et le temps qu'on transporte les batteries parce qu'il faut savoir qu'on monte à pied la plupart du temps. Donc, on transporte les batteries du faut s'accrocher, hein. Du bas de la face en haut de la face pour les installer. Et ça, il faut être prêt à 8h du matin. Donc, tu pars environ à 4h30. Ça, c'est pas du tout le job de rêve. Ouais, c'est ça. En fait, les gens, ils voient, j'ai trop envie de faire ça, mais en fait, c'est. Non, mais les gens, ils te voient. Puis forcément, toi, tu publies des images où t'es dans un hélico et tout ça. Mais la vérité, c'est que la plupart du temps, tu montes à pied. Non, c'est vrai. Ah bah bien sûr. Puis ou en ski de randonnée, mais ce que je veux dire, c'est que la plupart du temps, oui, bah tu te lèves tôt, mais ça fait partie du plaisir. Bon, quoi. les mecs qui font ça. Enfin, je connais Julien du coup qui fait aussi le freeride, il me semble. Bah les deux, vous êtes quand même assez fans de sport, de montagne. Ouais, non mais complètement. Voilà. Mais tu fais ça si t'as envie de le faire. Hein. Je veux dire, tu peux prendre le verre vide et le verre plein. Hein. Je veux dire, si tu peux te dire. Les jours de compétition au Freeride World Tour, tu te lèves vers 4h, 4h30 et tu finis en général vers 10h à faire de l'édit et t'es pas changé. Hein. T'as encore tes boots. J'ai vu des mecs avec leurs boots de ski en train d'éditer à 22h. Quoi. Et dans leur combi encore transpirant. Et les gars, ils s'étaient levés à 4h du matin. Quoi. Après, c'est une question, tu le vois. C'est magique en même temps. C'est magique. L'esprit d'équipe, tous les mecs que j'ai rencontrés là-bas, c'est tous des malade, potes. Hein. Mais d'ailleurs, en plus, c'est les gars avec qui tu bosses. Hein. Mais bien sûr. Et puis maintenant, c'est les gens avec qui on se refile des tafs. C'est forcément, t'es dans un pays étranger, tu passes 15 jours sur place, tu dors à 3 dans la même piole. Enfin, je veux dire, c'est des mecs, c'est génial. Moi, j'adore. John, j'ai une question. C'est pas 3 étoiles. Hein. Un truc où tu m'as fait rire. Je crois que tu m'as raconté une histoire dernièrement, une histoire qui m'a fait rire, mais enfin, je l'ai raconté à plein de personnes autour de moi, mais j'aimerais juste l'entendre de nouveau de ta bouche. T'as eu un edit à faire, un gros edit là où t'as dû engager quelqu'un pour venir te filer un coup de main. Ah bah oui. Ouais, ça c'est magnifique. Je l'ai raconté à François celui-là. Oui, non mais tu me l'avais déjà raconté. Mais un monteur qui a pas d'ordi de montage. Hein. Ouais, mais il est génial. Ben justement, c'est un pote clairement du Freeride World Tour que j'ai rencontré donc en bossant sur ces étapes du tour. Ouais. Et on squattait la même piole ensemble et c'est un mec incroyable. C'est un mec qui a une vie incroyable, qui est monteur, hein, qui a fait du montage pour Eurosport, donc qui est pas un amateur du tout, hein, qui bosse pour de vrai, mais qui a décidé de vivre une vie complètement atypique, où il vit un peu enfin je sais pas, son père avait une baraque, je sais pas quoi, ils l'ont retapé avec son frère, bref, ils vivent quasiment en autonomie complète, il fait son jardin et tout, et le mec, je sais pas, il vit avec un truc hallucinant, surtout pour nous en Suisse, parce qu'il vit en France, je crois qu'il vit à l'année avec 15 000 euros pour l'année, quoi, un truc comme ça, quoi. Ouais. Et puis le gars, il est dans les Pyrénées ou un truc comme ça. Ouais, il était dans les Pyrénées et enfin bref. Putain, non mais cette histoire, non, mais c'est génial. Et lui, il est incroyable. Franchement, il est incroyable, ce gars. Il a besoin de rien pour vivre, quoi. Mais quand je dis, toi, tu te dis rien, ouais, mais quand même, tu vois, un loyer. Non, lui, quand je te dis rien, il a rien, quoi. Et du coup, il entreprend forcément un voyage à vélo sur plusieurs. 1 an, je crois, quelque chose comme ça, traverser l'Europe ou je sais plus. Puis bon, je suis ça de plus ou moins loin. Puis l'été dernier, donc j'ai un boulot pour la Fédération internationale de lutte à Vevey. Et puis d'un seul coup, ils me disent on va filmer toutes les techniques de lutte qui existent et on va en faire des tutoriaux explicatifs pour tous les pays du monde, donc en anglais avec en fait un split de chaque action détaillé et tout. Puis il y a, je compte, je fais il y a 200 vidéos à sortir. Oh mon Dieu. Et les mecs me disent, comme tu disais tout à l'heure, ils me disent c'est dans tes cordes et tout. Je fais bien sûr. J'ai 200 vidéos en 2 mois, 200 vidéos en 2 mois, mais bien entendu. 200 vidéos donc qui duraient à peu près 1 minute et quelques par vidéo, donc un certain nombre d'édits, on va dire. Du coup, je me démonte pas, je me dis, bon, de toute façon, il y a des mecs qui... Enfin, je connais des monteurs, j'en connais un paquet. Et là, j'ai transformé mon appartement en studio de production intense. Et justement, j'appelle ce pote parce que je sais que c'est un mec
justement, comme il a travaillé pour Eurosport et tout, qui est vachement... Ce que j'aime bien avec lui, c'est que c'est un monteur. Il filme pas. Donc, il touche pas la caméra, il fait que monter. Et du coup, il est hyper ordré. C'est-à-dire que le gars, tu reprends ses fichiers, c'est picobello. Et du coup, Koldo, je lui dis, écoute, mec, ça te dirait, j'ai un taf... pas mal de vidéos, il faudrait que tu restes un petit moment, je t'héberge sans problème. Il me dit ouais, ok, il me dit ok, je peux, j'ai 15 jours, ça tombe plus ou moins bien parce que là je suis en vélo, mais je serai à peu près dans cette zone à ce moment-là. Puis je fais ok, mais t'es en vélo, t'es où? Ouais, je suis à peu près dans les Pyrénées pour l'instant, je sais plus. Et le gars me dit ok, par contre j'ai pas d'ordi. Puis il faut que je dorme chez toi. Si okay. Du coup, monteur le gars. Du coup, je dis à ma copine, je dis écoute, j'ai peut-être un pote qui vient 4-5 jours. C'était un mensonge. Je le savais déjà parce qu'il y avait minimum 3 semaines de travail. Du coup, je lui dis écoute, il va venir un moment. Puis effectivement, il se pointe, je prends mon vieux MacBook Pro et tout. Enfin bref, on se dépatouille pour les ordis. Et il me dit ouais bah j'arrive, écoute, laisse-moi 15 jours, je vais venir en vélo. Quand je dis que le mec ne consomme rien, il ne consomme rien, c'est-à-dire qu'il vient pour le taf en vélo. Non mais c'est malade. Des Pyrénées quoi. Des Pyrénées. Ouais. Bah ouais, c'était plus ou moins planifié dans son parcours qu'il allait venir là, mais il m'a dit ouais écoute, autour du 15-16 juillet je serai là, on était début du juillet. Il arrive en calèche limite. C'est ça. Et il est arrivé avec son vélo et voilà, il a passé 2 semaines et demie je pense à la maison, on a fait du montage pour lui jour et nuit quoi. Du coup il m'a bien dépanné. Après j'ai fait venir encore Julien dont on parlait avant, j'ai fait venir une autre copine Aurélie. Et du coup on s'est retrouvés à 4, mettre des ordis sur la table à cuisine, bref. C'est ta femme à côté quoi. Ouais exactement. Puis au final on s'en est bien tiré parce qu'on a bossé 2 semaines un peu intenses comme ça. Koldo a pas mal fini le job, moi j'ai fignolé à la fin. Et ouais, on a sorti les 200 vidéos en 1 mois et demi, quoi. Tellement. Non, mais les mecs, c'est des machines. Non, mais quand tu les vois bosser, les gaillards. Bon, alors, à la fin, c'était de l'usine. Hein. C'était... ça fait plaisir. C'est énorme. La violence. Ah, mais quand il m'a raconté ça, je crois qu'on t'a fait ensemble sur un job. Il m'explique cette histoire, mais on a tellement ri, quoi. C'était génial. Le truc. C'était génial. C'était incroyable. Mais d'ailleurs, merci à Koldo. Hein. C'est lui qui a fait tout le taf au final. Mais personne ne saura jamais. Personne ne saura jamais. Toi, tranquille, t'as shooté tes petits trucs, t'as fait tes petits plans, là, tes 200 plans. Moi, j'ai géré le client, quoi. Tu vois. Non, mais après, j'ai fait un peu de montage, mais beaucoup moins que lui, quoi. Bon, t'avais 15 000 autres boulots en cours en même temps. Ouais, comme d'habitude. Ouais, exactement. Non, c'est ça, en fait, pour en revenir à la vie d'un ép, le problème, c'est que soit t'es surchargé, soit t'as rien, en fait. Il n'y a pas ce petit rythme, on va finir à 6h, et puis ce week-end... Ouais, et puis il faut savoir qu'en plus, en bossant dans l'event, enfin comme moi, puis William, je veux dire, il faut oublier le week-end avec la famille, ça c'est clair. C'est clair. Enfin, je veux dire, moi je bosse... plus de la moitié des week-ends de l'année, ça c'est sûr. Ah mais ça c'est clair, quand il m'écrit le dimanche matin à 8h du mat, ouais il faut que tu m'envoies ça, et attends il y a ça encore. J'avoue. Il y a plus de limite. Il y a plus de dimanche, Quand t'es indépendant, moi je veux dire l'autre jour encore, ma copine elle me dit ouais mais c'est un jour férié, c'est un lundi, c'est je sais plus quoi. Moi dans ma vie il y a pas de jour férié, il y a pas de week-end. Le jour férié c'est presque un handicap, tu sais. Ouais. C'est presque genre on t'a pénalisé quoi. Lundi de Pentecôte quoi, les gars. Non mais pas t'appeler quoi. Alors moi, ouais c'est ça, tu peux pas appeler les gens. Moi j'aime bien parce que c'est les jours où tu reçois pas d'email et puis pas de coup de fil, du coup t'es assez productif. Mais dans l'idée, c'est pas que ça s'équilibre pas. Hein. Il y a plein de journées où il fait grand beau, tout le monde va au travail et je vais faire du ski ou du parapente. Mais dans l'idée, ça fait rêver parce que justement, les jours où il fait beau, tu postes un petit post parapente, les gens se disent ouais, c'est indépendant, ils font rien, machin, ils se font plein d'argent, les salauds. L'oreiller de paresse. Exactement, l'oreiller de paresse, exactement. Puis en fait, la vérité, c'est que c'est la vie sur Instagram, quoi. Je veux dire, le week-end, quand eux, ils sont tranquilles à la maison à faire un brunch, bah nous, on a déjà bosse 6 heures sur un event. On fait 80 heures sur la semaine avec des factures à faire. Et puis ce qu'on voit jamais, c'est ça. Moi, c'est le temps où on recharge nos batteries, où on prépare ses sacs, on n'a pas fini. Puis ça, c'est long. C'est long. Puis il faut faire les factures, l'admin. Enfin, ça, tu y échappes pas. Hein. C'est un gros taf. Il faut pas le sous-estimer. Bah, en fait, c'est ça. C'est qu'il y a un sacrifice en fait dont la plupart des gens sont pas prêts à faire. Un sacrifice que tu fais, puis en même temps, c'est pas vraiment. Moi, des fois, j'ai l'impression que c'est pas un choix que je peux faire. Je peux être que indépendant.
Ouais, alors. Dans mon caractère, dans mon truc, tu vois. Ouais, c'est marrant. Moi, j'ai été employé. Toi, t'as été employé ou pas? J'ai été employé. Ouais, d'accord, c'est intéressant. J'ai changé souvent de boulot, j'ai pas été longtemps employé. J'ai toujours. Donc, t'avais déjà le caractère d'indépendant. Ouais, pas mal quand même. Mais c'est marrant parce qu'il y a des. J'ai des amis qui ont été que indépendants depuis qu'ils sont sortis de l'école, et du coup, c'est d'autres caractères encore, c'est une autre gestion parce qu'ils n'ont jamais connu autre chose. Moi, je sais pas si je pense pas, hein. Je pense pas que tu reviennes. Je pense pas que ce soit possible de revenir employé. Non. Je pense que tu le vis très très mal. Mais la galère, c'est que nous, comme indep, maintenant, on peut se dire, c'est jeudi matin, j'ai 2-3 trucs à travailler dans la journée, mais j'ai un slot de 4 heures, puis John se dit, je vais faire du parapente, quoi. Ah non, mais c'est clair, c'est la liberté, mais c'est ce que je pense que les gens vivent aujourd'hui en télétravail. Là, j'étais au téléphone avec un ami qui est employé, il me dit... c'est trop bien, je peux aller me faire mon jogging 1 heure, je passe moins de temps. Et c'est un peu notre vie, c'est clair. Il n'y aura que des indépendants un peu. Ouais, alors après le risque il est énorme. Hein. Je veux dire. On le voit maintenant. Hein. On le voit maintenant. Hein. Puis je veux dire, là, la Confédération a volé un peu à notre secours, entre guillemets, avec. Enfin, je veux dire, on s'entend, hein, avec des petites primes pour certains, enfin, avec quasi rien. Je veux dire, le risque, il faut pas se voler la face, il est énorme. Le risque de se planter, il est monstrueux, quoi. Et puis même si tu taffes bien, comme on taffe bien, là on le voit très bien. Tout d'un coup, on est arrêté 2 mois. 2 mois, ça a un poids de malade. Ouais. Il n'y a plus rien qui rentre. Je veux dire, il n'y a aucun filet de sécurité sociale. Non, c'est ça. Puis les APG qui nous sont versés, c'est un filet de sécurité qui est pas un filet de sécurité, en fait. C'est juste ça... C'est un dédommagement. C'est un dédommagement, ouais. Ouais, et puis encore, je veux dire, pour toi, c'est plus problématique. Moi, je m'en sors bien parce que mon bureau est à la maison. C'est une pièce de l'appartement. Quand t'as des charges... Pour tous ceux qui ont des charges, pour tous ceux qui ont des choses, enfin, de l'argent qui sort chaque mois ou qui ont un bar ou n'importe quoi. Mais non, c'est clair. C'est le cauchemar. C'est le cauchemar. Et ça, c'est le risque d'être indépendant. Ça, c'est clair. Il faut être prêt. Mais après, moi, je suis un joueur. J'ai toujours été. Je pense je pense que les indépendants sont des joueurs. Mais bien sûr. Moi, je suis un joueur de casino. J'adore parier. C'est l'horreur. C'est d'ailleurs une addiction que je refoule complètement, que j'essaye de... T'adores aussi acheter un putain de matos à 10 000 balles comme ça, d'un coup. C'est pas ça, mais je suis un joueur, donc j'aime bien. C'est toujours pareil. Hein. Tu risques gros, tu gagnes gros. Tu risques rien, tu perds rien, quoi. Ça marche exactement comme ça, l'indépendance. Je veux dire, effectivement, on est une population plus à risque que le reste de la population, clairement. C'était une très bonne conclusion. Merci. Magnifique. Une très bonne conclusion. Merci beaucoup, John. Merci, John. Merci, William aussi. Merci, François. De classe. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez toujours écouter ce podcast sur Deezer, Apple Podcast, Spotify et le regarder sur YouTube, bien sûr. Et puis, il y aura bien sûr les coordonnées, enfin les comptes à Instagram, John. Ouais, bien voilà. sûr. Alors vous aurez l'Instagram de John dans la description si jamais. On va essayer de checker. On va faire en sorte qu'on puisse voir 2-3 de ses projets. C'est ça, exactement. Ouais. Voilà. Merci les gars. Merci à tous. Plaisir. Ciao. Ciao.